Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce nouveau webcafé de l'année 2025, le premier. À ce titre, il est encore temps pour vous souhaiter une très bonne année 2025, plein de bonnes choses. Et donc, nous allons démarrer. Les personnes vont arriver au fur et à mesure. On est déjà bientôt une petite vingtaine, donc je vous remercie de nous suivre assidûment, de prendre 30 minutes de votre temps pour ce rendez-vous mensuel pour parler un peu d'actualité. Et donc aussi bien les personnes externes à l'entreprise, nos clients, ceux qui suivent nos réseaux, et aussi mes collègues, ceux qui sont en interne pour prendre de l'actualité avec moi. Voilà. Alors on va démarrer. Donc d'habitude je présente en janvier une loi de finances, mais celle-ci pour la première fois n'existe pas pour le moment en tout cas. Donc on a eu une motion de censure le 4 décembre 2024 qui a été cette fois-ci adoptée, puisque la dernière qui a été adoptée remonte à 1962. Et donc celle-ci a conduit à l'absence de cette loi qui est quand même indispensable pour la gestion économique annuelle de notre pays. Et donc, en remplacement, on a eu une loi spéciale qui a été adoptée pour garantir provisoirement la continuité des services publics et assurer une gestion financière transitoire. Donc, c'est une situation assez inédite qui apporte son lot d'incertitudes en attendant potentiellement le vote du budget pour 2025, parce qu'il faudra quand même qu'on ait un budget pour 2025. Mais malgré l'absence de la loi de finances pour 2025, il n'en subsiste pas moins des changements législatifs applicables à compter du 1er janvier, qui sont induits soit par l'application euh, de lois au 1er janvier, comme de lois antérieures, soit de la reconduction de la dernière loi de finances pour 2024. Donc, par exemple, on a une loi qui régule les locations meublées de tourisme, qui s'appelle la loi Le Meur, qui est applicable au 1er janvier 2025. On a des nouvelles obligations par rapport au partage de la valeur pour les entreprises d'au moins 11 salariés en 2025 aussi. On a une transposition d'une directive qui était traduite dans une loi de finances pour 2024, applicable au 1er janvier 2025 aussi. Donc on a quand même des modifications et des changements, d'où le sujet de ce webcafé, en attendant qu'on ait un projet de loi de finances pour 2025 qu'on présentera bien sûr le mois suivant sa publication, si on en a un, bien entendu. Alors, on va tout de suite démarrer par les conséquences de l'absence de loi de finances et de l'adoption de la loi spéciale. Donc c'est assez particulier, mais cette fois-ci, on a une loi spéciale qui a été publiée au journal officiel du 21 décembre 2024, qui a été présentée en urgence par le gouvernement pour assurer la continuité de l'État à la suite de la censure du gouvernement Barnier. Euh, Ce texte succinct vise pour l'essentiel à permettre au pouvoir public de continuer à lever l'impôt et à émettre de la dette pour couvrir les charges de trésorerie. Alors, sur le plan fiscal, c'est pas une loi qui comporte des dispositions fiscales. Par contre, il en résulte de cette loi la reconduction des impôts et des autres prélèvements prévus par les textes dans leur version législative la plus récente. Et donc, c'est une loi provisoire parce que dans l'attente d'un projet de loi de finances et d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, en bonne et due forme, euh, il faut que l'État puisse continuer à fonctionner. Et donc, il y avait différents scénarios qui étaient encore possibles. Donc là, je suis un petit peu obligé de vous faire un petit topo de l'actualité pour savoir où on en est entre la présentation, enfin, la déclaration de politique générale du Premier ministre du 14 janvier dernier jusqu'à aujourd'hui ou demain. Donc, le gouvernement avait deux possibilités. La première, c'était de déposer un nouveau projet de loi de finances pour 2025. Si cette option était retenue, ben, on aurait probablement eu un texte qui aurait pu être adopté uniquement vers la deuxième quinzaine du mois de mars, ce qui était trop long. L'autre solution, c'était de reprendre la discussion du projet initial, et le gouvernement a préféré reprendre l'examen du projet de loi de finances initial déposé le 10 octobre 2024 sur le bureau de l'Assemblée nationale. On rappelle quand même que la discussion du texte initial de ce projet a été suspendue au Sénat en raison de la censure du gouvernement Barnier le 4 décembre 2024, après que celui-ci ait engagé sa responsabilité sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2025. Donc le texte initial du projet de loi de finances 2025 n'a donc pas pu être adopté et les sénateurs
pourront poursuivre dans ce cas de figure l'examen du texte en première lecture qui était ainsi interrompu. Ensuite, le texte reviendrait à l'Assemblée nationale pour une deuxième lecture, et c'est cette option qui permettrait, le cas échéant, une adoption d'un texte dans un délai plus court. Donc, c'est visiblement ce choix qui a été fait. Par contre, les amendements ne peuvent pas porter sur de nouvelles dispositions, car ces derniers doivent être en relation directe avec une disposition qui résulte de la du projet de loi de finances pour 2025. Elle s'oppose donc à l'insertion de nouveaux articles, c'est ce qui s'appelle la règle de l'entonnoir. Et donc la solution pour le gouvernement est alors de recourir, ou serait de recourir alors, après l'adoption potentielle du projet de loi de finances pour 2025, à une loi de finances rectificative. Là aussi, si on a une loi de finances rectificative, on n'hésitera pas à vous en parler dans un prochain webcafé, s'il y a bien sûr des mesures significatives. Et donc, où on en est cette semaine, c'est que le 23 janvier, le Sénat votera, donc demain en principe, le projet de loi de finances, puisqu'il est en cours de débat sur la partie dépenses. Et après, on aura une commission mixte paritaire qui va se tenir le 30 janvier à l'Assemblée nationale pour tenter de trouver un compromis entre l'Assemblée nationale et le Sénat et s'accorder sur une version commune du budget de l'État. Parce que pour qu'une loi soit votée, enfin pour qu'une loi de finances soit votée, il faut que le texte soit adopté dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et par le Sénat, donc par les deux chambres. Quand les deux chambres ont adopté des versions différentes du texte, alors le gouvernement peut convoquer une commission mixte paritaire pour trouver un texte de compromis qui soit partagé par les deux assemblées. Et ensuite, si on arrive à trouver un accord, parce que c'est une réunion qui se tient à huis clos, et bien à ce moment-là, le gouvernement valide le texte compromis issu de la commission mixte paritaire, et cette nouvelle version est soumise alors au vote de l'Assemblée nationale et du Sénat. Voilà ce qui devrait se passer si tout va bien. Et donc les conclusions devront ensuite être adoptées par les deux chambres et le gouvernement pourrait être amené à faire usage de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution pour faire passer le texte à l'Assemblée en espérant ou en tablant sur le fait que le parti du RN ou les socialistes ne le censurent pas pour pouvoir passer ce projet de loi. Voilà. Donc on en est là. En attendant, il y a des conséquences de cette non-adoption de loi de finances. Enfin on va en évoquer quelques-unes. Pour l'instant, le maintien inchangé du barème de l'impôt sur le revenu, on reste sur le barème de l'année précédente. Et donc, ça peut rendre, du fait de l'inflation, et le rendre imposable jusqu'à 619 000 contribuables supplémentaires. Cela entraîne également, au moins jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2025, l'absence de revalorisation de tous les montants qui sont indexés sur ce barème. Les taux des prélèvements à la source restent inchangés. Et voilà, donc ça c'est concernant l'impôt sur le revenu. Pour la CVAE, dans le projet de loi de finances pour 2025, il était question que la suppression de la CVAE soit reportée sur 3 ans, donc jusqu'à 2030. Et donc, comme il n'y a pas de projet de loi de finances qui est pour le moment adopté, c'est la fin progressive de la CVAE qui s'applique. On était sur un taux de 0,28 en 2024. Donc, pour le moment, on est à 0,19%. Et on sera à 0,09% en 2026, sauf si et on a une disposition contraire qui figurerait dans la loi de finances pour 2025, ce qui était prévu initialement dans le texte qui a été discuté en octobre-novembre par l'Assemblée nationale. Ensuite, on a d'autres chiffres et tarifs qui se basent sur le fondement légal de l'indexation qui est indiqué dans la loi de finances ou sur une annexe de ce projet de loi de finances. Ça concerne par exemple la cotisation minimum de la CFE. Pour l'instant, il n'est pas revalorisé. Le montant n'est pas indexé. Et le plus important pour nous, pour le moment, c'est qu'on avait des dispositifs de faveur qui expiraient au 31 décembre et qui ne sont actuellement pas reconduits. Alors, je ne vais pas tous les évoquer parce que ça serait assez long et on n'est pas tous concernés par cela. Par contre, ceux qui sont pour l'instant signalés avec un astérisque, ce sont des régimes qui ont fait l'objet d'une mesure de reconduction lors de l'examen au Sénat du projet initial du gouvernement Barnier. Donc on s'attend à ce qu'il soit repris. C'est le cas du dispositif Loc Avantage, de la réduction d'impôts pour souscription au capital d'entreprise. Mais ce qui est le plus important pour nous, c'est l'abattement fixe des dirigeants pour le calcul des plus-values de cession de titres lors du départ à la retraite, qui s'arrête au 31 décembre 2024. Donc on verra si on aura une rétroactivité au 1er janvier 2025 en fonction de la loi de finances lorsqu'elle sera votée et publiée au journal officiel.
On a encore d'autres conséquences, je ne vais pas trop m'appesantir dessus, mais on a, on a bien sûr le crédit d'impôt recherche. La prise en compte des dépenses d'innovation serait réduite de 30 à 20%. Mais bon, il y a un astérisque, donc normalement, ça devrait être un dispositif de faveur qui serait reconduit. Par contre, le crédit d'impôt formation du chef d'entreprise s'arrête au 31 décembre 2024, il ne serait pas reconduit, ce qui est assez dommage dans le sens où il était doublé, euh, en 2023 et en 2024, et là, il serait purement et simplement non reconduit. Voilà, donc on a aussi juste autre chose que j'ai noté, c'est le gouvernement qui souhaite aussi la suppression de la réduction d'impôt sur le revenu pour les frais de tenue et de comptabilité lorsque on adhère à un organisme de gestion agréé. Il faudra surveiller ça parce que pour l'instant, on n'a pas encore plus d'informations que cela, mais ça risque de tomber aussi. Alors ça, c'est un communiqué de presse qui vient du gouvernement. Ces indications ne préjugent pas de l'issue de l'examen du projet de loi de finances et ne correspondent pas à un inventaire exhaustif des mesures dont l'entrée en vigueur aura lieu au 1er janvier. Donc clairement, il faut attendre de voir ce que la loi va nous faire. Mais voilà ce qu'on peut en dire pour le moment. Donc on attend que nos politiques aboutissent au processus pour pouvoir promulguer cette loi de finances en espérant qu'il n'y ait pas une nouvelle motion de censure qui soit votée. Voilà donc ce qu'on peut dire par rapport à l'absence de la loi de finances pour le moment et l'adoption de cette loi spéciale. Ensuite, on a une loi qui s'occupe enfin qui a légiféré aussi encore sur la location meublée. C'est une loi qui a été publiée à l'Assemblée nationale le 19 novembre dernier et qui est applicable à compter du 1er janvier. C'est la loi qu'on appelle qu'on appelle plutôt la loi Lemeur en fait et donc qui vise à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale et qui va impacter tout l'environnement juridique des professionnels de l'immobilier face au développement galopant de la location touristique de courte durée, sous l'impulsion notamment de Airbnb et d'une meilleure rentabilité financière. Et donc le législateur a régulé l'activité et l'environnement juridique et fiscal pour tenter de juguler l'essor de cette pratique. Cette loi a vocation à favoriser l'implantation de résidences principales dans les zones tendues, en élargissant les pouvoirs de réglementation des élus locaux et en réduisant les avantages fiscaux octroyés au logement de tourisme. Donc moi, je vais me concentrer uniquement, enfin vraiment sur la partie fiscale, mais je vais quand même vous évoquer quelques mesures qui sont importantes par rapport à cette nouvelle loi donc qui est vraiment plus restrictive hein, pour les locations meublées de tourisme à compter du 1er janvier 2025. Donc vous avez une nouvelle obligation de déclaration de meublé de tourisme et d'enregistrement en mairie, quelle que soit la commune. Donc ça, c'est une obligation. Si ce n'est pas fait, vous avez des sanctions qui sont alourdies. Par exemple, 10 000 € de pénalité en cas de défaut d'enregistrement en mairie pour toute location meublée de tourisme. Donc attention, c'est quand même assez, c'est assez dangereux de ne pas le faire. Vous avez une amende de 20 000 € en cas de fausse déclaration ou d'utilisation d'un faux numéro d'enregistrement. Vous n'aviez pas d'obligation de normes de DPE par rapport à la décence énergétique. Ben, maintenant, ça a été mis en place grâce à cette loi. Donc, jusqu'à eux, vous pouvez louer en meublé de tourisme jusqu'en 2033 et à partir de 2034, ne seront plus que louables les locations meublées entre A et D. Donc, bien sûr, il faut faire un DPE aussi. Vous avez une réduction du nombre de jours de location, donc les communes peuvent maintenant limiter à 90 jours par an au lieu de 120 jours, euh, notamment dans les résidences privées, enfin résidences principales, pardon, qui sont louées aux touristes. Euh, donc au lieu de 120 jours, j'avais dit, voilà, et on peut avoir aussi une amende civile de 15 000 € si on dépasse ces 90 ou ces 120 jours. Vous avez des mesures de régulation pour les copropriétés, donc maintenant vous avez une information systématique du syndic à faire obligatoirement en cas de location meublée du tourisme dans la copropriété euh, dont vous êtes propriétaire d'un ou plusieurs appartements. Et enfin, vous avez une fiscalité qui est moins attrayante, donc on va le voir ici. Donc pour endiguer ce mode de location qui est plus rentable et jusque-là avantagé fiscalement par rapport au régime des revenus fonciers,
le texte a enfin révisé les abattements fiscaux applicables aux revenus perçus à compter de 2025. Donc pour les meublés de tourisme non classés, l'abattement forfaitaire du micro-BIC passe à 30% dans la limite de 15 000 euros de revenus locatifs, s'alignant sur celui du micro-foncier applicable aux locations vides. Donc on revient sur ce qu'on a connu avant, puisque avant on était enfin sur on revient sur ce qui existe pour les locations nues plutôt. Si vous voulez, en 2024, vous aviez la possibilité d'être en micro-BIC et d'être imposé sur un abattement de 50% quand la location nue, pardon, était à 30%, sur un chiffre d'affaires total de 77 500. Maintenant, ça a été limité à 15 000 euros et ce n'est plus 50% d'abattement, c'est 30%. Donc, le revenu foncier imposable, enfin le revenu BIC imposable pour le meublé de tourisme, ça sera les loyers dans la limite de 15 000 euros, moins 30%. Voilà. Et pour les meublés classés en chambre d'hôtel, on avait un régime qui allait jusqu'à 188 700 euros avec un abattement de 71%. Et désormais, il a été réduit à 77 700 euros et avec un abattement de 50%. Donc il y a un coup de rabot assez important sur le régime de la location meublée à compter du 1er janvier 2025. Alors je le reprécise, c'est le meublé de tourisme non classé et le meublé classé et les chambres d'hôte. Voilà. Tout ça pour lutter contre les zones tendues, enfin les appartements qui sont loués en meublé de tourisme dans les zones tendues. Voilà, je continue, donc le temps passe. Les nouvelles obligations en matière de PPV pour les entreprises de plus de 11 salariés. Donc ça, c'est une loi qui est aussi, enfin, c'est une disposition de la loi qui était précédente et qui arrive maintenant en vigueur au 1er janvier 2025. Donc pour les entreprises qui ont plus de 11 salariés, mais qui sont inférieures à 49 salariés, qui peuvent être dans des formes de SA, SAS, SARL, société civile, SNC, société en commandite par action ou en commandite simple, et qui ont réalisé un bénéfice net fiscal au moins égal à 1% du chiffre d'affaires pendant les 3 années consécutives. Donc ça veut dire que au 1er janvier 2025, on regarde le chiffre d'affaires s'il fait 1% du bénéfice net fiscal de l'exercice 2022, de l'exercice 2023 ou 2024. Alors, les entreprises individuelles en sont dispensées. Les entreprises qui relèvent du statut des sociétés anonymes à participation ouvrière, les SAPO, sont dispensées. Les entreprises de moins de 50 salariés qui font partie d'une UES, une unité économique et sociale qui est soumise à la participation. Et de manière générale, toutes les entreprises qui sont déjà couvertes par un accord d'intéressement ou de participation. Donc, dès lors que vous êtes dans une entreprise qui est maintenant qui a des effectifs compris entre 11 et 49 salariés, qui a un bénéfice net fiscal au moins supérieur à 1% du chiffre d'affaires sur les 3 dernières années consécutives, vous avez l'obligation de mettre en place un plan de participation ou d'intéressement, ou alors le versement d'une prime de partage de la valeur, ou alors un abondement à un plan d'épargne salariale type PEE, PEI, PERECO ou PERECO. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Ça peut avoir des conséquences importantes. N'hésitez pas à revenir vers nos avocats au niveau du cabinet Cégal ou au niveau de Maxime Metzler pour la gestion sociale. On pourra regarder ça avec vous. Donc soyez attentifs à ça. Allez, on termine alors avec le dernier sujet. C'est les nouveaux seuils pour la franchise en base de TVA. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que on a un article de la loi de finances pour 2024 qui a réalisé la transposition d'une directive de l'Union européenne qui date du 18 février 2020, dont l'objet est d'harmoniser au sein de l'Union européenne les règles applicables aux petites entreprises. Donc, alors là, j'ai juste un petit micro qui est ouvert. Je vais le fermer. Voilà. Donc, pardonnez-moi, j'avais un micro ouvert. Donc, je continue. Donc, effectivement, pour appliquer les règles applicables aux petites entreprises à compter du 1er janvier 2025 pour harmoniser ça. Je rappelle que les petites entreprises disposent de la franchise en base en deçà d'un certain seuil de chiffre d'affaires et donc elles ont les effets d'une exonération par rapport à ça. Donc, on a des nouveaux taux.
des nouveaux seuils, des nouvelles limites. Donc, pour les entreprises au titre d'une année N, aux assujettis établis en France, lorsque le chiffre d'affaires réalisé en France au titre de l'année civile précédente N-1 n'excédera pas, cette fois-ci, 85 000 euros de chiffre d'affaires pour les activités de vente de biens corporels, de vente à consommer sur place ou de fourniture de prestations d'hébergement. Alors qu'avant, en France, on avait un seuil de 91 900 euros qui était réévalué tous les 3 ans, en fait, hein. Ça ne sera plus le cas non plus, hein, puisque maintenant c'est une transposition fixe de la directive de l'Union européenne. Et donc on a 85 000 euros de seuil ou 37 500 euros pour les prestations de services, alors qu'avant on était à 36 800 euros. Il y a aussi les règles qui vont changer. Donc en cas de dépassement de ces seuils en N-1, la franchise continuera de s'appliquer en N-1, à condition toutefois de ne pas dépasser certains seuils majorés. Et donc, le seuil majoré, ça va être 93 500 euros ou 41 250. On va faire un exemple dans le prochain slide pour bien comprendre. Et donc, la franchise en base cessera immédiatement de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours excède soit le seuil majoré, c'est-à-dire 93 500 ou 41 250. Et le changement aussi, c'est que les assujettis qui dépassent en cours d'année les seuils majorés deviendront redevables de la TVA directement pour les opérations effectuées à compter de la date du dépassement. Donc, c'est pas à compter du mois de dépassement comme auparavant, c'est à compter de la date du dépassement. Donc, le mécanisme antérieur de maintien de la franchise l'année suivant le dépassement du chiffre d'affaires qui permet que la franchise reste applicable au titre des 2 premières années de franchissement de la limite ordinaire, à condition que le chiffre d'affaires n'excède pas la limite majorée, est supprimé. Donc, on enlève cette règle-là. Maintenant, à compter de 2025, dès lors que le chiffre d'affaires de l'année civile de l'année précédente, donc N-1, aura dépassé les seuils, on a la franchise ne pourra plus s'appliquer en N. Voilà. Et donc le mécanisme d'actualisation triennale des limites de la franchise sera supprimé et les montants ci-dessous seront donc désormais fixes. C'est ce que je vous ai dit juste avant. Alors on va faire un exemple pour bien comprendre. Et on va prendre une entreprise qui réalise des ventes à un chiffre d'affaires et qui s'élève à 80 000 euros en 2023 et 84 000 euros en 2024. Donc là, on voit les nouveaux seuils, hein. On a 85 000 sur l'année, on se base sur l'année civile précédente. Il ne faut pas dépasser 85 000 pour continuer à rester dans le régime de franchise en base, ou 37 500 euros pour les prestations de services. Et on a les seuils majorés, année en cours, 93 500 euros ou 41 250. Bon, nous, on va s'occuper de ces seuils-là puisqu'on est dans une entreprise qui réalise des ventes. Donc, on a 80 000 euros en 2023, 84 000 en 2024. Donc, cette entreprise bénéficie de la franchise en base de TVA en 2024, puisque le chiffre d'affaires en 2023 n'excédait pas le seuil qu'on avait, le seuil français, j'ai envie de dire, qui était de 91 900 euros, puisqu'on avait 80 000 et on était inférieur à 91 900 euros. Voilà. Donc, c'était le seuil applicable avant le 1er janvier 2025. Et maintenant, en 2025, je regarde le chiffre d'affaires de 2024. Et donc, on est à 84 000. Je suis en dessous des 85 000. Donc, je continue à rester dans le régime de la franchise en base. Jusque-là, ça paraît compréhensible, je pense. Maintenant, on va prendre des hypothèses. Si en 2025, je réalise un chiffre d'affaires de 95 000 euros, alors l'entreprise est passible de la TVA dès le premier jour du dépassement. Donc, au courant de l'année 2025, si, imaginons, nous sommes le 15 octobre 2025, on a dépassé les 80, on a réalisé 95 000 euros de chiffre d'affaires, eh ben, on doit déclarer la TVA dès le dépassement du seuil de 93 500. Voilà. Donc, ça, c'est obligatoirement à faire dès le premier jour et on est redevable de la TVA à partir de ce moment-là jusqu'à la fin de l'année et pour l'année suivante aussi, hein. Ensuite, si le chiffre d'affaires de 90 000 euros au courant de l'année, si on a un chiffre d'affaires de 90 000 euros au courant de l'année 2025, elle bénéficie du régime de la franchise en base de TVA pour 2025, car son chiffre d'affaires de 2025 n'a pas dépassé les 93 500. Mais par contre, on ne peut plus continuer à rester dans la franchise en base pour l'année suivante. Donc ça veut dire qu'à partir de 2026, on devra être redevable de la TVA dès le 1er janvier 2026 parce qu'on a dépassé le seuil de 85 000 euros. Mais on n'a pas dépassé le seuil majoré. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc, soyez attentifs, mais bon, en général, les auto-entreprises, les petites entreprises sont exonérées de TVA, mais parfois tiennent aussi une comptabilité. Donc,
Moi, je ne pense pas avoir trop de comptabilité pour des sociétés qui sont encore exonérées de TVA, mais ça peut toujours exister. Donc, attention à ces nouvelles règles qui se, qui se mettent en place et qui entrent en vigueur à partir du 1er janvier. Voilà. Alors, j'avais prévu 10 minutes de questions-réponses via le chat. Le chat, maintenant, je suis toujours un petit peu plus long. Il reste 5 minutes. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux aussi ouvrir les micros si vous le souhaitez pour poser des questions. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. J'autorise le micro. Voilà, si jamais vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi écrire. Je ne vois rien non plus écrit dans la conversation. Euh, voilà, donc on attend le projet de loi de finances pour 2025. Si on arrive à l'avoir, je ne sais pas, en mars, en février ou en mars, ça sera important d'en parler dès qu'on le pourra le mois suivant. Ça sera important aussi pour la déclaration d'impôt sur le revenu qui arrivera en mai, parce que là, on verra quel seuil on devra retenir, en espérant retenir les seuils pour 2025. Voilà. Donc, on est dans l'expectative, mais en attendant, faites attention aussi à la location meublée. N'oubliez pas si vous en faites une ou si vous en avez une, de prévenir la mairie. Alors là aussi, c'est un décret qui doit être mis en place encore pour savoir sur quelle modalité ou dans quelle modalité un décret d'application pour savoir dans quelle modalité on doit télédéclarer cette déclaration. Euh, voilà, on est dans l'attente des décrets d'application pour cette loi Le Maire encore. Écoutez, on arrive bientôt à la fin de cette session. Je vois pas de questions, je n'entends personne me poser de questions non plus. Donc, il me reste simplement à vous remercier d'être présent. On a encore dépassé la trentaine de personnes. Merci beaucoup pour votre assiduité, votre présence, votre régularité. Et puis, pour ceux qui le veulent, vous pouvez de toute façon revoir dès demain cette vidéo en replay sur le site du cabinet Sécal ou sur la chaîne YouTube Cabinet Sécal. Voilà. Je vous souhaite un bon après-midi encore et je vous dis à très bientôt pour un nouveau webcafé en février. Merci beaucoup. Au revoir.